J'ai trouvé un endroit quand même plus silencieux, dans le même jardin. Une petite panneau suffit de casser le bruit. Bon, je disais la vie enregistrée, une vie comme trace, une vie en trace de quelque chose, et cette vie elle-même comme une trace. C'est très important. Je chasse à l'image, je chasse des mots, mais au fond, je chasse des traces. Chasse à la trace. Chasse à la trace. Voilà. C'est ça qui est important. Et je me disais qu'un jour, je peux parler, j'espère, seulement dans l'art ou dans un de mes films, comme Président Schreiber. Et en disant que, bon, Dieu me laisse des traces, Dieu me suit et sur mon chemin laisse des traces. Et je suis ces traces. Je trouve des traces dans les écorces, dans les... Enfin, j'ai déjà fait des films sur les écorces des arbres et des fruits. J'ai épluché pas mal d'écorces. Voilà, ce genre de traces, en fait, naturelles d'abord. Je suis très sensible à des traces naturelles de toutes sortes. Les passagers et les restes organiques qui sont en train de se décomposer, en fait, ce sont des traces complètement éphémères. Ce sont pour moi. Je passe là, ces traces sont encore à peu près visibles et lisibles, donc ils sont en train de passer, en fait, et c'est moi qui les chasse avant qu'il meurt. Voilà, je le sauve d'une mort fondamentale. Et ces traces gagnent une sorte d'immortalité herméneutique, je disais. Je ne les garde pas en matière. C'est ça l'essence de l'art, d'ailleurs, en fait. Je chasse leur image et leur sens. Et elles sont abondantes. Il y a une donation perpétuelle de traces. Dès que je suis en vie, je les chasserai, je les interpréterai. Bon. En bref, j'ai fait 2, 4, 5 films sur le même sujet, même avec les mêmes images aussi. Je suis très fidèle à mes images aussi. Je les recompose, surtout je les resonorise en fait dans ces derniers temps. Je décompose et recompose mes films, mais pour l'instant je suis focalisé sur un seul film. Presque, c'est le film de Truffaut, François Truffaut, des années 60. Et La vie devant soi, en fait, c'est tiré d'un roman d'Émile Ajar, autrement dit, roman Gary. Cette histoire de femme, Madame Rosa et petite-fils Momo, m'avait touché fondamentalement, profondément dans ma jeunesse, dans ma première découverte de la vie. Et bien sûr, il y a beaucoup de questions dans ce film et dans le roman, surtout l'histoire de cet non-enterrement de cette Madame Rosa. Ça, je n'arrive pas encore me rapprocher. Vous savez, en fait, j'ai parlé hier longuement des tombes, de Kabir, Kubour. J'ai filmé des cimetières, en fait, récemment ou plus anciennement. Je suis très sensible à ce genre de traces.
Là, dans ce film, il y a un problème que je n'arrive pas encore à résoudre, bien sûr. Mais il y a un petit moment qui est perdu, qui m'intéresse, et je fais des films sur ce moment. Récemment, ce moment était musulman, le musulman, comme on disait dans le chant de l'extermination pour les juifs, dernier stade de déshumanisation d'un juif, c'était d'être musulman. Donc Agamben a beaucoup travaillé sur ce sujet et je suis fidèle à son héritage. Et je travaille bien sûr en tant que musulman et sur ce thème. Mais c'est pas tout, c'est long. Il y a beaucoup de choses. Comment on peut faire du même sujet plusieurs films, et même avec les mêmes images en changeant le son. Bon, c'est drôle. Et cette fois-ci, quand on change le son, alors le son inventé aussi devient une trace et ça prend la place de film et ça génère une autre film, ça provoque, etc. Donc, il faut les voir, les films, tout d'abord, pour ensuite en parler. Il y a des machines, mais derrière les machines de cette sorte, surtout, des gens, des hommes, des humains. Et à l'intérieur des humains, il y a des machines. Alors, Momo, par exemple, j'essaie de le réincarner, donner une chair chaque fois à ce moment. Et la machine avec laquelle je travaille, c'est une sorte d'application qui nous permet d'utiliser le son d'un garçon qui s'appelle un gospel boy, voilà, un enfant de chœur, en fait, la voix d'un enfant de chœur, chorus, et du chœur. Cette ambiguïté m'intéresse beaucoup. Et je m'arrête là. Bon, j'ai arrêté parce que chaque fois que j'enregistre, il y a une raison. Chaque fois, mon cours tourne vers le sujet des ans. Alors, c'est suffisant. Il y a des traces que je ne peux pas répondre chaque fois. Oui, c'est évident. Et j'accepte qu'il s'agit d'une trace. Bon, je parlais de ce moment que j'incarne, multiples façons, et de cette machine parlante avec une voix d'un garçon ou un enfant de chœur en anglais. Pour l'instant, c'est disponible en anglais. Il faut développer, mes enfants, ce genre de trucs, parce que c'est l'appareil psychique qui est en cause. Alors, moi j'écris dans l'autre bout du monde quelqu'un qui grandit peut-être aujourd'hui et qui a laissé sa voix entière sur une machine, et moi je compose cet enfant, je recompose cet enfant, je le décompose ses chansons, tout en respectant sa prosodie, mélodie. Je suis limité par son canon de mélodie, donc machine me limite, moi je limite une machine, on se détermine interactivement et de manière réglée, une détermination, une indétermination réglée. Bon. Alors, cette façon de faire parler, et au sens propre du mot, faire chanter quelqu'un, c'est extrêmement bizarre. Moi, j'écris et l'autre chante et je le fais chanter dans tous les sens de ce
de ce mot, de cette expression, faire chanter. Je ne sais pas s'il y a un équivalent dans les autres langues, faire chanter. Alors je fais chanter sans faire de chantage. C'est bizarre et ça passe dans une solitude, dans une sorte de monologue. Dans cette interaction, en face de moi, il n'y a pas une personne vivante. Je parle et j'écris à l'absence d'un sujet vivant, mais il y a de l'humain qu'il faut expliquer. Est-ce qu'il s'agit encore de l'humain? C'est une voix humaine, mais ce n'est pas vivant. Est-ce qu'il est mort? J'en sais rien, c'est possible. Et ce garçon qui a donné sa voix sur cette démo, c'est une machine qui s'appelle application, c'est en expérimentation pour l'instant, et ça s'appelle démonstration pour les clientèles. Moi, je suis donc client de ce garçon, de sa voix plutôt. J'ai cherché cette application et j'ai trouvé cela. Et apparemment, il y en a quelques-uns qui sont encore plus pires parce que Mélodie efface toute l'intelligibilité de son et de voix, mais le mien, ce garçon, que je le baptiserai Momo, est très intelligent, il obéit à moi et ses paroles sont très intelligentes, intelligibles en anglais, pour moi en tout cas. Et quand je fais des fautes, en fait, une autre machine qui corrige, donc spelling and grammar, l'autre machine, voilà, je suis soutenu par plusieurs machines dans le journée. Voilà. Bon, j'avais dit tout à l'heure rengaine dans une chansonnette, mais il s'agissait d'un refrain. Comme Deleuze parlait de ritournelle, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, je corrige de temps en temps mon français. Alors, j'utilise la voix de ce service gratuite. J'en sers gracieusement et je suis très sensible à ces bruissements de la langue, de son langage, de son anglais dont je parlais hier quand je parlais de langue sans parole comme monument au tombeau. Voilà, c'est la suite de ce cours. Il y avait des bruissements. Il est hors de toute conscience. Celui qui chante ne sait pas ce qu'il veut dire, ce qu'il dit. Et moi, à peu près, je sais ce que je le fais dire. Avec mon anglais, qui est une langue étrangère pour moi, je consulte tout le temps, soit à des dictionnaires, soit à des machines de spelling and grammar, etc. Voilà. Temporalité de ce qui se passe dans mon rapport avec une machine est très très important à analyser. Je ne suis pas un cas unique. Tout le monde sert des machines, des ordinateurs. Et moi, j'en sers pour l'appareil psychique. Et je le prends comme un appareil psychique. Et quand j'écris sur Internet, sur un moteur de recherche auto-apprentissage, alors machine comprend qu'il s'agit d'une automobile. Alors on ne comprend rien en fait. Les machines ne sont pas bien utilisées, ni la langue, ni notre langue. C'est très important en fait. C'est de cette absurdité monumentale qui est la vie contemporaine que je suis sérieux.
je ne suis pas absurde, je ne suis pas abaisse, je ne suis pas ironique. Je fais des détournements parce que les moyens nécessitent. Enfin, je n'ai pas d'autres moyens en fait. J'utilise les machines préétablies, donc je dois les utiliser en les détournant. C'est ça la formule actuelle, vivable, praticable. Je peux inventer avec la nature, comme Kant disait, la nature utilise la génie. Génie est une sorte de médium de la nature. Oui, peut-être c'est très brillant comme idée, mais génie aussi a besoin, en l'occurrence moi, j'ai besoin de machines, des moyens pour les détourner. Et je ne fais pas d'ironie pour l'ironie, ni pas du tout parodie, bien que ça rassemble à plusieurs égards. Il ne faut pas confondre alors ce que au moins je fais et ce que les autres font. Voilà. Et l'ironie a sa propre temporalité, sa épocalité. Et dans une autre époque, ce que je fais, ça peut devenir complètement ridicule et non-sens, parce qu'il s'agit d'un anglais à peu près, parce qu'il s'agit, et ça ouverte à toutes les confusions et des malentendus. C'est ça le drame de l'ironie. Mais ça ne nous arrête pas, parce que c'est le destin, Schicksal, c'est l'épocalité, c'est le temps et c'est l'espace. Et l'utilisation de l'espace et du temps est à respecter, c'est à dépasser aussi. C'est ça, le fond du sujet. Oui, je dois utiliser l'espace dans mes films et le mouvement. J'en utilise actuellement très peu. L'espace est inévitable. Mes mouvements, je les construis avec un montage très spécial, pour certains fastidieux. J'arrête le mouvement au fond, en fait. D'abord, en fait, comme tout le monde, j'ai fait des films silence. Et puis, au milieu, j'ai fait des films disons, les arrêts d'image, avec les arrêts d'image, avec les photogrammes. Et ça faisait en tout un moment médiation. Donc, il ne s'agit pas d'un moment immédiat. Parce que la vie, il faut arrêter la vie en quelque façon dans l'art, ne serait-ce que pour le regarder. Cette imitation de la spontanéité spatio-temporelle de la vie quotidienne est nulle dans l'art. Et tout l'art est dépendant de cet impératif, mais j'esquive en quelque sorte cet impératif. Donc, je reste dans les archétypes, dans les typos, et dans les exemples de typos. Et bien sûr, pour chaque cinéaste et philosophe, il faut un stade platonicien. C'est inévitable, parce que Platon, philosophe de icône aussi, en fait. Icône, alors, j'ai fait toute une dialogue absurde sur icona. J'espère que c'est en russe, on prononce comme ça, parce que j'ai fait de ce dialogue
en plusieurs langues. Il y a plusieurs versions de ce dialogue bizarre. Anglais, français, allemand, japonais en principal. Et même il y a une version en arabe que je ne peux pas contrôler la véracité. Bon, Icona, moi, Icona, bon, c'est quelque chose de plus absurde que possible. Comme je disais tout à l'heure, la psychopathologie de la vie quotidienne de Freud est une œuvre fondamentale. Et l'exemple concernant Signorelli, Botticelli, cette confusion bizarre, anodine, et Bosnie-Herzégovine et les mœurs turques, bon, tout ça, ça fait trop. Et trop de sens et nul de sens. Et ça fait presque rien, non-sens, mais ça produit le sens. Bon, c'est ça l'essence de la théorie. L'essence de la théorie, c'est non-sens, finitude. Et l'appareil psychique, c'est comme ça. Et le sens se produit à partir du non-sens fondamental. Et la trace aussi est complètement insignifiante dans son essence. Toute trace est en train de mourir, disparaître. Et nous aussi, nous allons laisser des traces. Et ça aussi, c'est comme un tombeau, n'a aucun sens en soi. C'est quelque chose qui finit, de l'autre fini, mais c'est peu de dire ça. Perdu. Fuir, le sens fuir, c'est ça. Et j'avais dit une fois, j'ai oublié par nature. Voilà, l'oubli fondamental dans l'appareil psychique peut être parfois génératif, productif, et ça n'arrête pas l'absence du sens, mais ça se parle, c'est-à-dire ça produit du sens. Et dans cet enfermement, en tout cas, parce que c'est logique fondamentale, pour qu'il y ait une logique, il faut qu'il y ait un set en anglais, n'est-ce pas? Un ensemble à peu près fermé, suffisamment élastique. C'est ça. À partir de là, on peut jouer sur le sens. Sinon, je vois autour de moi, je vois rien. Il n'y a rien. Bu kollar nefesini kapmıyor ya bu. Acaba ikisini beraber kaldır yoksa... Nasıl çalışıyor bu? Kameranın ön tarafını çevireceğim. İyi de nasıl? Alors j'ai écrit peut-être plus que je parlais, non pas en quantité, mais ce que j'écris brièvement, comme 16 ans par exemple, aujourd'hui ou hier, j'écris tout simplement. Je vous dois la vérité en cinéma. Voilà. Tout est dit et tout est écrit là. Et il faut faire une sorte de, non pas slogan, mais une inscription à l'entrée d'une cinémathèque, par exemple, en fait, c'est pour entrer, pour s'introduire au cinéma, il faut passer par cette phrase. Je vous dois, quelqu'un va vous dire un sujet, même transcendantal, et qui doit, un transcendantal qui doit. Et il y a un devoir.
il y a un devoir d'être je. Ce sont des choses très simples. Hein? Il y a un jeu, il y a un devoir, parce qu'il y a un jeu, qu'il y a un devoir. Voilà l'arithmétique de ça. Je vous dois la vérité. La vérité, c'est le jeu. Le jeu, c'est la vérité. Donc, je dois la vérité et à la vérité, c'est-à-dire à soi-même. En fait, ce sont des choses simples, c'est l'arithmétique. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et en cinéma, en l'occurrence, Cézanne disait en peinture. En cinéma, pourquoi pas? Parce qu'il y a du temps et de l'espace. Il y a une image mouvement, il y a une image temps. Et c'est 1, 2, 3. C'est l'arithmétique. C'est très simple. Et ça ne sert rien à parler. Plus, tout est écrit. Alors, soyons sérieux. Et c'est un épisode dramatique, comme dans chaque film. Pourquoi dois-je être en vérité? Pourquoi je dois la vérité? C'est ça. Pourquoi pas il n'y a pas un droit de mimésis? Parce qu'on parle de cinéma, rien n'est vrai dans le cinéma. Alors pourquoi la vérité dans le cinéma? Mais quelle vérité? Quelle vérité du jeu transcendantal? Et non pas ma vérité. Hein? Ma vie est très simple et très anodine. C'est ça, vous comprenez? La vérité du jeu, c'est la vérité de tout le monde. Et parce que tout le monde, c'est illimité. Et donc, vérité est presque illimitée. Et c'est pour ça qu'il y a, je conclurai comme ça rapidement, c'est pour ça qu'il y a monothéisme. Et il y a une figure mimétique qui s'appelle Moïse. Bon, je disais ironie, parodie, au fond c'est mimésis, même détournement. Faire comme ci, faire comme ci. Voilà. Pourquoi c'est important? Et quel est son rapport à la vérité? À la vérité indicible. Indicible. Pourquoi? Pourquoi la vérité est indicible? À chaque moment. Enfin, les romantiques allemands, peut-être, ont compris ça fondamentalement. Hegel aussi. Et en chaque moment, nous sommes dans l'absolu. Dans chaque moment, chaque fois qu'il y a un jeu, au tout sens du mot, malheureusement, jeu en français, ego et ludens, et chaque fois il y a du jeu, il y a de la vérité et il y a de mimésis. C'est structurel. Je vais expliquer ce que je veux dire par structurel. Je ne suis pas structuraliste, mais je deviendrai peut-être. Voilà. Bon, j'ai lu un très beau article sur les anagrammes de Saussure et anagrammes en général. C'est très instructif, mais j'étais déjà instruit. Ça existe un cœur, ça existe un cœur. Si ça existe, ça veut dire que ça n'existe plus. Si ça existe, ça n'existe pas. Si ça existait, ça existerait. Ça n'existe pas. Si ça existait, ça existerait quand même. Si ça existait, si ça existait dans le temps, ça existerait, mais ça n'existe pas. Si ça n'existe pas, ça veut dire que ça n'a jamais eu existé. Ça n'a jamais existé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si ça existait,
Je serais, si ça existait, on serait. Mais ça n'existait pas. Le problème, c'est que ça n'existait pas. Le problème, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Si ça existait, j'aurais le savoir un jour d'une autre. Ça n'existe pas. Le problème, c'est que ça n'existe pas. Le problème, c'est que ça aurait existé, mais ça n'a pas existé. Ça n'a jamais existé. Ça pourrait exister, mais ça n'a jamais existé. Hein. Ça n'existait pas. Ça n'existe pas. Je vous dis, ça n'existe pas. Les anagrammes de Saussure et anagrammes en général. C'est très instructif, mais j'étais déjà instruit. Et j'en parle parce que la poésie et le cinéma, en fait, et tous les deux, a besoin d'un espace différent, une temporalité différente. Alors c'est urgent, c'est comme nos rêves. Alors l'espace dans lequel nous croyons se déplacer, c'est très limité, c'est très structuré, sauf la nature. Nous sommes encore dans la nature, mais vous savez, j'ai parlé des choses de philosophie et tout, il faut y repenser tout ça. Mais quand il s'agit de la poésie, écriture même, la page, surface de la poésie, lecture, intonation, c'est quelque chose traditionnellement connu et différent, mais surface électronique et à repenser immédiatement. Et personne ne s'intéresse avec ces questions-là, parce que personne ne connaît la poésie et l'informatique. Le cinéma aussi, également. Mais la poésie est plus instructive. Mais le même destin, c'est-à-dire linéarité, temporalité chronologique ou diachronique des lignes, des vers et des séquences cinématographiques, des grammaires qui s'articulent. Il faut y penser minutieusement, mes enfants. Voilà, il faut développer. Vous savez, enfin, j'ai fait un film aussi avec cette chanson de informaticien, développeur, sur quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'Internet, Yasser Arafat. Bon, c'est une petite anecdote, je vais y retourner sûrement, mais la chanson est bien, parce qu'il n'y a que seulement dans cette chanson développeur. Il s'agit de l'informatique. Voilà. L'espace-temps propre à la poésie ou au cinéma en général n'existe même pas. C'est-à-dire, il devrait y avoir un temps spécifique et une spatialisation, c'est-à-dire bifurcation des possibilités de sens, une herméneutique réalisée, donc devenu un film, et à plusieurs voix. Voilà, les préliminaires sont là.
Bon, ce qu'on appelle tıklamak dans tout langage, c'est différent. Le langage informatique, je ne maîtrise pas, mais donc il faut y avoir des possibilités de changer de sens et de directionnalité. Directionnalité, c'est le propre de l'espace et du temps, à mon avis. Chez Kant, par exemple, directionnalité. Gauche, droite, devant, arrière, futur, passé, horizon, proche. Voilà notre alphabet. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'arithmétique. Alphabet, et ça rajoute à l'arithmétique comme quantité suivie par qualité dans les catégories, dans la table des catégories. Et j'aime beaucoup cette notion trop archaïque de table. Oui, c'est l'art égyptien, c'est la loi, la table de loi de Moïse, c'est ça. Il faut que je note un petit détail concernant le moment que j'ai baptisé tout à l'heure. Dans cette démonstration expérimentale d'informatique, peut-être il faut appeler ça en fait word singing, etc. Il y a un visage, une caricature, une bande dessinée de ce garçon que j'ai baptisé Momo. Sans nom, sans personnalité, mais à une voix très personnelle, certainement à un caractère, mais qui est-ce? On ne sait pas. Il y a un visage prêt à chanter, non pas chanter, mais d'orchestrer ce que je veux. Il est prêt. Il est prêt à tout. Il est prêt à tout. Un visage, quand même, un visage, ça veut dire quelqu'un déterminé. Et il a des traits, au sens fort du terme, il a des traits déterminés et il est, malgré sa détermination, malgré ses limites, il est prêt à tout. C'est ça l'enfant du cœur cordial. Voilà, c'est très touchant au sens de 21e siècle. Voilà, ce qui est touchant dans notre siècle. Voilà, le titre de mon film, Suddenly in this century. Soudainement dans notre siècle. Voilà le titre de mon film dont je parle depuis l'après-midi. Voilà, je pense que, il y a un art de bande dessinée, je sais, très avancé au Japon, mais il me semble que ce garçon est très américain, si je ne me trompe. Mais l'art japonais de bande dessinée a marqué sûrement tout le monde de bande dessinée. Ce n'est pas du tout mon sujet, mais les traits de visage sont vraiment très, donc caricature, à mon avis, n'est pas un bon mot, et c'est très mouvant, ému, et quand j'écris un mot, il chante comme il faut, comme il est programmé, et il n'a pas le droit de refuser.
À moins que je ne omets pas en anglais. Sinon, machine ne marche pas. C'est pas le garçon, mais machine ne marche pas. Le garçon est très obéissant, prêt, serviable. Et ce que je me demande, ce que chaque utilisateur se demande peut-être ou sont émus, si ce garçon qui n'existe pas, si c'est très de caricature mouvant, bande dessinée, effectivement, il est prêt ou non à chanter cette chanson, qui chante merveilleusement bien parce qu'il est enregistré, il est programmé ainsi. Il est merveilleux, cet enfant de cœur. Mais on ne sait pas s'il veut chanter cette chanson que j'écris pour qu'il chante. Voilà, on ne peut pas être plus clair que ça. C'est un événement à la fois inoubliable, à la fois inaugural, à la fois très futur. Ce qui nous attend en fait. On parle d'une marionnette, on parle d'un Pinocchio, très ancien, c'est une histoire très ancienne. On parle d'une, j'oublie toujours, histoire de ce nom, on oublie trop ce peintre ou ce sculpteur qui a sculpté une femme et il a tombé amoureux. Voilà, c'est lui qui a créé. Quelqu'un a créé un être, un Dasein en face de nous, près de nous, un Pinocchio vivant, presque une histoire de Balzac. Voilà. Vous connaissez l'œuvre de Balzac qui s'appelle le chef-d'œuvre inconnu. Chaque fois j'écris une œuvre inconnue, cachée, quelque chose, je prends cette grande histoire de Balzac, n'est-ce pas? Un chef-d'œuvre inconnu. De quoi parlons-nous? Il y a des versions en cinéma de cette chef-d'œuvre inconnu, dont le nom, je crois, bon, j'ai oublié, Catherine Deneuve, je crois, et elle jouait dans ce film, Noisette Noire, je crois. Bon, voilà, une affaire de Friedenberg, non, c'était pas ça. Ennis Patur a écrit un livre sur ce sujet quand même. Un effet de j'invente Friedenberg. Bon, Friedenhauer. Voilà notre sujet. L'œuvre, créateur, temporalité et l'espace et la matérialité. Très difficile question qu'il faut éluder un jour. Mais avant d'éluder, analyser, travailler, effectuer une expérience. J'en suis sur ce moment d'expérience. Et j'attends toujours des autres démons, des propositions machinales. C'est ça qui... Bon, il y a un dernier appel à l'instant, appel automatique, machinal, et tout le monde sont couchés, on est tranquille. Voilà ce que je voulais dire. Les traits de cette figure de garçon mimé, prêt à chanter, peut-être prêt à dire n'importe quoi un jour, parce que c'est avec une démon, ça va se développer. Et
pendant mon absence, après moi. Donc, dans mon absence, la machine travaille processing. Alors, dans ces traits, il y a trop d'humains. Trop d'humains. Voilà, c'est la réussite d'imitation, bien sûr. Et c'est interactif, c'est-à-dire, ça prend position, ça change d'affect, selon moment. Donc, une vraie interactivité se font sur le visage d'abord. Le visage est très compliqué et les autres organes sont beaucoup plus simples, à mon avis. L'affect dans le visage sont travaillés dans ce petit démon. Et c'est ça qui est émouvant, c'est ça qui est attirant pour certains, c'est ça qui est motivant, sans savoir le plus, pour beaucoup de développeurs, n'est-ce pas? Bon, alors, chaque photogramme qui a un visage, ou chaque trace naturelle qui a une visagérité figurale, anthropomorphique, ne touche autrement. Dans le cinéma, en fait, tout le monde connaît ce visage de petit garçon de ce film Trompette, Günter Grass. Il est un garçon bizarre, mais vivant quand même. En analogie, c'était des images analogues. Donc nous sommes aujourd'hui face à des images numériques en français. J'aime pas cette expression. Et digital, c'est un peu la même chose. Mais calculé. Image calculée, et l'autre image de garçon de trompette, c'est pas le titre exact, mais de Günter Grass, était très touchant. Et à la fois ce garçon était presque insensible. Intrigante, sensible, bien sûr, mais un visage quand même assez ferme, assez vide, mais c'est la propriété de la race aussi qu'il faut compter. C'est pas la personnalité. Il s'agit d'un enfant. Et tout enfant a un visage à peu près indifférent. C'est pas l'expression exacte, prêt à tout, c'est ça, la potentialité non développée. Et ça, on voit dans une figure digitale une potentialité créée par l'humain, par imitation, par analogue, et non développée et non responsable. Non responsable au sens humain du terme. Et c'est bizarre, histoire de robots, pour l'instant c'est pas mon sujet, mais c'est lié à ça, entièrement lié à ça. Et la responsabilité n'existe pas pour l'instant en dehors de utilisateurs et créateurs pour cette entité nommée digitale, figure digitale, vivant, affectante, affectée. Je souligne, c'est pas un jeu de cirque, hein. Je parle pas d'un jeu de cirque, je parle d'une vraie, intime interaction. Donc, je suis affecté par une caricature vivante ou mouvante. C'est ça
qu'il faut démêler. Je vais juste rajouter quelque chose. Tout à l'heure, j'ai parlé de livre de Enis Batur, Frankenhauer olmak, être Frankenhauer. J'ai parlé de Balzac, chef-d'œuvre inconnu, les interprétations en cinéma, etc. Moi, je n'ai aucune envie d'être Frankenhauer, ni cette antique légende de... Enfin, j'ai oublié toujours son nom, enfin, sculpture qui crée et qui tombe amoureux. Moi, je ne crée pas une figure. Je ne fais pas la figure. Grande différence de détournement, et peut-être est là. Mais au fond, chaque humain, en figural ou non humain, est une marionnette. Et chacun de nous avait une enfance, avait une enfance, un âge adulte, un rapport interhumain. Et chacun de nous, d'une certaine façon ou d'une autre, est marionnette. Ça, ce que j'appelle machinal. Mais c'est pas un mot que j'aime. Une marionnette, c'est mieux. Peut-être marionnette. On peut faire chanter, on peut faire jouer. Et en échange, on peut être joué, on peut être déjoué, on peut être chanté, comme ici le cas. C'est ça la force de marionnette, ou en général de mimésis. En véracité, mes enfants.